Les candidats invalidés ont le droit de saisir la justice sous réserve, c'est ce qu'a confirmé un expert dans les questions juridiques qui a été joint au téléphone par Patience Lokeke. Vous aurez plus de détails dans ce journal. À la une également, la commune de Barumbu prise au piège par les eaux du fleuve Congo qui ont débordé depuis plusieurs semaines. Les habitants de ce coin ont lancé un cri d'alarme aux autorités congolaises. Bonsoir à tous, c'est l'heure de vous informer. Les candidats invalidés ont le droit de saisir la justice sous réserve s'ils se sentent lésés. C'est ce que précise Maître Alphonse Toumba qui insiste sur le fait que ces derniers doivent avoir des preuves contraires à ceux de la CENI au risque d'être poursuivis par la justice. Il est joint au téléphone par Patience Lokeke. Effectivement, ils peuvent faire un recours. Mais quand vous allez en recours, vous devez alors dire le contraire. Parce que la CENI avait mis en place une commission. Et cette commission a fait un rapport avec des preuves à l'appui. Il en est de même du rapport des autorités politico-administratives. Alors, tous ces rapports sont des rapports documentés. Alors, les candidats invalidés, qui vont alors vouloir faire les recours, ils doivent dire le contraire. C'est-à-dire ils doivent apporter la preuve contraire. J'estime, à ce qui me concerne, que ces personnes, pour ceux qui sont convaincus, ils doivent se repentir. Parce que certains d'entre eux sont passés aux aveux, affirmant avoir détenu par devers eux les dispositions de vote. Alors la CENI a raison de leur invalider. Mais pour ceux qui veulent contester, ceux qui veulent faire des voies de recours, ils peuvent bien saisir la Cour constitutionnelle, mais sous réserve d'avoir la preuve contraire, au risque de se voir être confondus et même être poursuivis par la Cour constitutionnelle ou encore le parquet près la Cour de cassation, selon les cas, suivant les degrés de chaque personne ou chaque candidat invalidé. Le ministère des Finances a rendu publique sa stratégie nationale d'inclusion financière contenue dans un document de plus de 100 pages. Cette stratégie vise à augmenter l'accès des populations aux services financiers. Le but à terme est de réduire la pauvreté et enclencher le levier du développement. Patrick Ilunga au commentaire. Pour le gouvernement et le ministère des Finances, la stratégie nationale d'inclusion financière fixe des objectifs dans plusieurs domaines, tels que l'accès aux services financiers, les crédits aux ménages et aux petites et moyennes entreprises, l'utilisation de l'argent mobile, l'éducation financière, la protection des consommateurs, les infrastructures et les assurances. L'exécutif national veut faire passer le taux d'inclusion financière de 38% à 68% d'ici 2028. Pour réaliser cette vision, le gouvernement compte s'appuyer sur une série d'actions structurées autour des 6 objectifs stratégiques, à savoir l'accès accru aux services et produits financiers, davantage de crédits aux ménages et aux petites et moyennes entreprises, l'utilisation de l'argent mobile et autres services FinTech. Considérant l'étendue du pays, un accent particulier est mis sur la digitalisation sur fond d'un renforcement de l'éducation financière et de la protection des consommateurs, ainsi que la mise en place des infrastructures de paiement mobile. En attendant la publication des résultats de sa production de cobalt en 2023, Glencore n'est plus le premier producteur mondial de ce minerai stratégique pour la transition énergétique, car sa place a été ravie par le groupe chinois CMOC qui vient de réaliser un record. Selon son dernier communiqué, la société CMOC a annoncé avoir produit 55,526 tonnes de cobalt en 2023. Cette production dépasse de plus de 20% les prévisions de l'entreprise. Jojo Moulamba nous en dit plus. C'est une performance surprenante alors qu'il tablait sur une augmentation moins importante. Le groupe chinois CMOC vient de réaliser un record.
Il a annoncé récemment dans un communiqué avoir produit 55 526 tonnes de cobalt en 2023. Selon ces communiqués, la production de cobalt du CMOC a augmenté de plus de 170%. Cette production a dépassé de plus de 20% les prévisions de l'entreprise malgré les attentes initiales qui tablaient sur une augmentation moins importante. Mais il faut souligner que la mine de cobalt de Kinsanfu de CMOC, mise en service au deuxième trimestre 2023, a contribué à ces résultats inattendus. Grâce à cette performance, le groupe chinois CMOC est ainsi passé devant le géant minier suisse Glencore et devient désormais les premiers producteurs mondiaux de ces minerais stratégiques pour la transition énergétique. En surpassant Glencore, la société CMOC prend ainsi la tête de la production mondiale de ces métals cruciaux pour les batteries électriques. Les investisseurs et les commerçants sont donc surpris par cette performance. En octobre 2023, Glencore prévoyait une production pouvant atteindre 42 000 tonnes, mais CMOC a finalement réalisé plus que cette estimation. Grâce à cette réussite, CMOC se positionne actuellement comme un opérateur majeur dans la production mondiale de cobalt et elle devient leader numéro 1 de la production mondiale du cobalt alors que les résultats de production complets de Glencore devraient être annoncés le mois prochain. Le groupe Ivanhoe Mines a annoncé le mardi 2 janvier avoir exporté pour la première fois sa première expédition de concentré de cuivre de leur complexe industriel de Kamoa-Kakula situé à Kolwezi dans la province du Lualaba. La cargaison est arrivée le 31 décembre 2023 par chemin de fer au port de Lobito sur l'océan Atlantique en Angola. De plus amples informations avec Dieudonné Boinali. La première expédition des concentrés d'environ 1100 tonnes de cuivre du complexe qui préfère de Kamoa-Kakula a été évacuée en Angola via les ports de Lobito Atlantique. C'est ce qui ressort du communiqué de la compagnie publié le 2 janvier dernier. Cette première exportation de cuivre entre dans le cadre de l'accord de facilitation du transport en transit du corridor de Lobito, signé en janvier 2023 par la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie. Selon les 10 communiqués, la première cargaison d'environ 1100 tonnes de concentré de cuivre de Kamoa-Kakula a été chargée sur des wagons ferroviaires à l'entrepôt d'Impala Terminals à Kolwezi et est partie vers l'ouest le long du corridor de Lobito le 23 décembre 2023. La cargaison est arrivée au port de Lobito 8 jours plus tard, soit le 31 décembre 2023, contre environ 25 jours de route jusqu'à Durban, en Afrique du Sud. Générateur de flux commerciaux, d'investissement et d'emploi, la ligne ferroviaire qui relie la ceinture de cuivre de la RDC au port de Lobito en Angola est connue sous le nom de corridor de Lobito. Elle s'étend sur 1289 km à l'est, du port de Lobito à la ville frontalière entre l'Angola et la RDC, Luau. La ligne s'étend ensuite sur 450 km supplémentaires vers l'est en RDC, sur les réseaux ferroviaires de la Société nationale des chemins de fer du Congo jusqu'à Kolwezi. La ligne passe à moins de 5 km de la limite du permis du complexe qui préfère de Kamoa-Kakula. Une fois pleinement actif, les corridors ferroviaires de Lobito Atlantique devrait améliorer considérablement les coûts logistiques et réduire l'empreinte carbone des exportations de cuivre de Kamoa-Kakula. À ce jour, Kamoa-Kakula transporte ses concentrés de cuivre par route à travers l'Afrique subsaharienne vers les ports de Durban en Afrique du Sud et de Dar es Salaam en Tanzanie, ainsi que de Beira au Mozambique et de Walvis Bay en Namibie. En 2023, environ 90% des concentrés de cuivre ont été expédiés à des clients internationaux depuis les ports de Durban et de Dar es Salaam, où un aller-retour prend en moyenne entre 40 et 50 jours environ. La distance entre Kamoa-Kakula et les ports de Lobito est d'environ la moitié de celle du port et le transport ferroviaire est à la fois plus rapide et nettement moins gourmand en énergie. Je le dis au sommaire, des quartiers de Kinshasa sous les eaux.
Une partie de la capitale congolaise subit des pleins fouets les inondations qui ont suivi les fortes pluies qui se sont abattues à travers plusieurs provinces du pays. Le fleuve Congo est sorti de son lit avec une menace d'engloutir certains coins du pays. Cette situation inédite suscite des réactions, à commencer par les victimes, la régie des voies fluviales, mais également le pape François. Géopolis Télé est allé visiter un quartier de Barumbu où les eaux de pluie n'arrêtent pas de monter. Suivez. Le quartier Mozindo dans la commune de Barumbu, précisément sur l'avenue Itaga, s'est retrouvé pris au piège par la crue des eaux du fleuve Congo depuis près de 3 semaines déjà. La rivière Bichaku-Chaku, qui débouche vers le fleuve Congo en passant par le pont Bralima, est devenue méconnaissable et envahie par des bouteilles, ne sachant pas comment être évacuées. La population de ce coin est en difficulté ces derniers jours car beaucoup ont été contraints d'abandonner leur domicile en raison du niveau de l'eau qui atteint déjà la hauteur de la taille et ne cesse d'augmenter chaque jour. Pour traverser de bout en bout cette eau crasseuse, les habitants empruntent maintenant des pirogues comme moyen de locomotion. Pour ceux qui n'ont pas de moyens pour payer, la seule option est de mettre les pieds dans l'eau pour pouvoir se déplacer. La population elle-même témoigne des faits. Nous sommes sur l'avenue Itaga. Cela fait près de 2 semaines qu'il y a cette eau. Jusqu'à présent, aucune autorité n'est venue s'enquérir de la situation. C'est le fleuve Congo qui a débordé et comme les caniveaux ne sont pas curés, l'eau n'a pas su être canalisée. Allez, 500, retour 500. Donc, ce qui va d'abord te coûter à moi pour les résultats. Mon avenue a été inondée jusqu'à l'intérieur de ma maison que j'ai abandonnée pour dormir à la belle étoile jusqu'à ce qu'il y aura baisse de cette eau. Il y a beaucoup de moustiques et nous sommes exposés à beaucoup de maladies. Les plus vulnérables sont les enfants, les vieillards, mais aussi les personnes vivant avec handicap, comme c'est le cas dans cette parcelle où certains handicapés peinent à s'en sortir et ils ont lancé un cri d'alarme. La parcelle dans laquelle nous vivons, la majorité des personnes sont des handicapés. Nous nous sommes battus pour évacuer cette eau. Regardez comment l'eau continue à couler. Nous demandons au chef de l'État de faire quelque chose. Signalons que la régie des voies fluviales avait annoncé par un communiqué sur la crue exceptionnelle du fleuve Congo et ses affluents et alerté les autorités congolaises et la population riveraine concernant cette situation en les invitant à prendre des mesures nécessaires. Ces inondations ont aussi suscité des réactions comme celle du pape François qui a exprimé sa solidarité au peuple congolais. 8 janvier 1996, 8 janvier 2023, cela fait 27 ans qu'un Antonov AN-32B de la compagnie Cib Airlift ratait son décollage à l'aérodrome de Ndolo pour finir sa course au marché type K actuel Ziguida. Selon les autorités de l'époque, ce drame a coûté la vie à plus de 300 personnes. Ce crash dans le marché type K est un accident grave dans l'histoire, comme la deuxième pire catastrophe aérienne du continent africain. 27 ans après ce drame, les familles des victimes n'ont toujours pas été indemnisées. Rachel Misenga nous en dit plus. Le 8 janvier 1996, le ciel de Kinshasa était sombre et sa terre rouge colorée de sang de plus de 300 personnes victimes du crash du marché Tipka. 27 ans après, de moins en moins sont les Congolais en général et les Kinois en particulier, surtout la jeune génération qui se rappelle bien ou ont une idée sur ce qui représente la date du 8 janvier 1996 dans l'histoire du pays. C'est grâce à l'avion Antonov AN-32B sur le marché Tipka qui a donné la mort à plus de 300 personnes à Kinshasa, se jette peu à peu dans les oubliettes. Un accident classé comme deuxième pire accident aérien du continent africain, causé par cet Antonov qui a fini sa course sur le marché Tipka, se situant là où se trouve actuellement le marché Simba Ziguida dans la commune de Kinshasa, en face de l'aérodrome d'Ndolo.
Du côté des officiels, du gouvernement central, aux dirigeants de la municipalité de la commune de Kinshasa, rien n'est imaginé en rapport à cette date du 8 janvier, qui a créé vraisemblablement plusieurs orphelins veufs et veuves. Selon le fait retracé, l'engin prenait son élan sur la piste pour s'envoler. N'ayant pas pu prendre son envol pour cause de surpoids, il a fini sa course sur ses marchés. Avec deux survivants de l'avion, plus de victimes ont été comptabilisées au marché, plus de 300 vies perdues, après que le corps ait été écrabouillé, amputé, écrasé ou carrément brûlé par l'avion. Malgré des multiples démarches pour atteindre les autorités, 27 ans après ces drames, les victimes n'ont toujours pas été indemnisées. Après avoir été fermés momentanément sur instruction des autorités congolaises, les marchés type K n'ont jamais été délocalisés, tout comme l'aéroport de Ndolo. En sport, à quelques jours de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, qui débutera ce samedi 13 janvier 2024, l'heure est à l'arrivée des différentes sélections nationales. Ce dimanche 7 janvier, le Maroc et la Guinée-Bissau étaient les premières équipes à avoir atterri en terres ivoiriennes en prélude de cette grande messe du football continental. La sélection nationale de la République démocratique du Congo est attendue à San Pedro pour le vendredi 12 juin prochain. Blaise Kozola. Le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, et la Guinée-Bissau sont les deux premières équipes à atterrir en Côte d'Ivoire ce dimanche 7 janvier 2024. Le Sénégal, tenant du titre, arrivera sur le sol ivoirien le mardi 9 janvier 2024. Quart de finaliste lors de la dernière édition au Cameroun, les Lions de l'Atlas sont dans le groupe F avec la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. La Guinée-Bissau affrontera le pays hôte, la Côte d'Ivoire, lors du match d'ouverture du tournoi ce 13 janvier 2024 au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. À noter que le Nigeria, triple champion d'Afrique, et la Guinée équatoriale complètent ce groupe A. La Tanzanie est attendue ce lundi 8 janvier à partir de Dar es Salaam. Le mardi 9 janvier 2024, l'Égypte et le Mozambique seront également en terre ivoirienne. La CAF, quant à ce, enverra d'autres mises à jour sur le calendrier d'arrivée des équipes. Préparant cette compétition à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, la sélection nationale de la République démocratique du Congo est attendue le vendredi 12 janvier prochain, soit un jour avant le début de la compétition et 2 jours après son dernier match amical de préparation face aux étalons du Burkina Faso. Faisons place à présent à la page internationale. Économique du Maroc devrait connaître une modération à la fin du premier trimestre de 2024. Selon les prévisions du Haut Commissariat au Plan, le produit intérieur brut devrait se situer à 2,4% à fin mars 2024 contre 3,5% à la même période en 2023. Ce ralentissement serait dû au léger retard enregistré par les installations des cultures précoces et la baisse de la pluviométrie dans le démarrage de la campagne agricole 2023-2024. Blaise Kozola au commentaire. Au Maroc, la croissance économique nationale devrait être modérée au premier trimestre de 2024. Selon les perspectives du Haut Commissariat au Plan, le produit intérieur brut du pays d'Afrique du Nord devrait se situer à 2,4% à fin mars 2024 contre 3,5% au cours de la même période en 2023. Le retard sensible de l'installation des cultures précoces dans le démarrage de la campagne agricole 2023-2024, les déficits pluviométriques de 4 premiers mois de la campagne qui auraient atteint 53% seraient les principales causes du ralentissement du PIB. Par ailleurs, la valeur ajoutée des industries extractives, estimée à moins 11,8% en 2023, poursuivrait son redressement avec une augmentation de 9,4% en variation annuelle.
La reprise partielle de la production agricole, des services et des exportations nettes du Maroc, selon le dernier rapport de la Banque mondiale, devrait se renforcer à moyen terme avec une croissance du PIB réel qui devrait atteindre 3,1% en 2024, 3,3% en 2025 et 3,5% en 2026. En 2022, le Cameroun totalise 349 722 PME, ce qui représente 99% du stock national d'entreprises. En soutien à l'économie nationale, le gouvernement compte sur la production locale des biens et de leur consommation pour atteindre un taux de commande publique de 60% avant 2030. Cette démarche va favoriser la création des nouvelles unités de production. Suivez. En 2024, le Cameroun compte sur la production locale des biens et de leur consommation pour atteindre un taux de commande publique de 60% avant 2030. Décidé à prioriser l'import-substitution dans la contribution des PME à l'économie nationale, Achille Basilekin III, ministre en charge des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, consacre son action au développement des chaînes de valeur et à la structuration d'unités industrielles. Il s'agit en fait de dynamiser le nombre d'unités de production industrielle pour donner un contenu à la vision du chef de l'État qui est celle en fait de voir le Cameroun monter en puissance dans la mise en œuvre de la politique d'impôt-substitution. En 2022, les unités industrielles ont atteint un effectif de 349 722 sur le territoire camerounais, l'équivalent de 99% du tissu économique national, selon l'annuaire statistique 2023 du ministère chargé des PME. Conscient de l'importance des PME dans le développement économique, les autorités locales ambitionnent de renforcer la structuration des unités de l'économie sociale. Les unités de l'économie sociale, comme vous le savez, ce sont des groupements d'initiatives communes, ce sont des coopératives qui participent en fait à la mise à disposition en fait de la matière première qui par la suite est transformée. Et donc de ce point de vue, lorsque nous avons tenu en octobre dernier les Journées nationales de l'économie sociale, nous avons effectivement arrêté un certain nombre de dispositifs qui vont être mis en œuvre tout au long de l'année 2024. Le MIPMESA compte concentrer ses efforts dans 3 sous-secteurs, le coton textile-cuir, le bois et l'agro-industrie. L'objectif est de positionner le plus grand nombre de PME autour des objectifs de développement de ces secteurs en vue de donner un contenu concret à la politique nationale de l'impôt-substitution et garantir à terme la prospérité de l'économie nationale. Ce journal touche à sa fin, mais avant, je vais vous rappeler les différents titres. Les candidats invalidés ont le droit de saisir la justice sous réserve. C'est ce qu'a confirmé un expert dans les questions juridiques qui a été joint au téléphone par Patience Lokeke. Vous l'avez suivi dans ce journal. Inondation à Kinshasa, la commune de Barumbu prise au piège par les eaux du fleuve Congo qui ont débordé depuis plusieurs semaines. Les habitants de ce coin ont lancé un cri d'alarme aux autorités congolaises. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi.